territoire que l'aspect commercial de la profession. La dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux. On a un peu oublié les dispositifs médicaux, mais même en matière de dispensation des médicaments, il y a tout un procédé, une procédure qui est extraordinairement détaillée et qui va nous aider, nous, dans nos pratiques quotidiennes, d'autant plus si elle est rémunérée. Promouvoir la santé et prévenir les maladies. On le fait tous. On le fait toutes et tous. Et il serait bien qu'on soit rémunéré. Qu'on identifie quels sont les actes d'intervention que peut avoir le pharmacien et demander en toute légitimité. Ce sera très valorisant pour le porteur de ce message vis-à-vis des pouvoirs publics. Des pharmaciens qui réclament une valorisation des marges et qui en même temps demandent une valorisation de la profession pour avoir un rôle positif sur la santé de la population. Mais c'est extraordinaire. Quels sont au niveau des pouvoirs publics les gens qui feraient blocage à cette idée? Et la gestion des systèmes de santé, là aussi, on parlait de l'étude médico-économique, maintenant l'aspect sanitaire pour déterminer le prix des médicaments, les remboursements, etc. Il y a toujours ce volet économique pour permettre l'accessibilité aux soins de manière générale et aux médicaments en particulier. Alors, dans le guide de l'élargissement de la pratique pharmaceutique, garantir une thérapie et des résultats appropriés. Vous voyez, ça entre un peu plus dans le fond, ça détaille un peu plus le travail. Garantir une pharmacothérapie appropriée. On le fait tous. Mais maintenant, il suffit de l'intégrer peut-être dans une nomenclature afin de justifier un financement. Garantir la compréhension et l'adhésion du patient à son plan de traitement. On le fait tous. Superviser et rendre compte des résultats. On le fait peut-être malheureusement oralement. Là, dans ce travail, ce sont des espèces de comptes rendus. On le verra peut-être dans les annexes à la fin sur, pas uniquement l'opinion pharmaceutique, mais sur d'autres éléments où il y a peut-être un compte rendu qui servira de base peut-être de remboursement si le projet arrive auprès des pouvoirs publics pour justifier le financement. Alors, dans la seconde partie, dispenser des médicaments et des dispositifs médicaux, traiter la prescription ou l'ordonnance médicale, on le fait toutes et tous. Préparer le produit pharmaceutique, c'est ce qu'on fait tous les jours. Délivrer les médicaments ou les dispositifs, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais maintenant, ça va obéir à une procédure, c'est-à-dire il va y avoir une adhésion à cette procédure dans le projet qui sera soumis au pouvoir public. Qui sont les financeurs de tout ça? Dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, fournir des services cliniques préventifs, surveiller, signaler les problèmes de santé publique, on le fait tous les jours, mais peut-être un peu sans qu'il y ait une traçabilité de ce travail, promouvoir un usage sur des médicaments au sein de la société. On le fait aussi tous les jours, mais il faut qu'il y ait maintenant une traçabilité de toutes ces opérations. Et enfin, gérer les systèmes de santé, gérer la pratique, gérer les médicaments sur l'ensemble du système de santé, gérer l'utilisation des médicaments au sein du système de santé, participer aux activités de recherche, on peut le faire également, et s'engager dans la collaboration interdisciplinaire pour rompre l'isolement dans lequel se situe par la force des choses le pharmacien avec les contraintes de tous les jours qui nous ont forcés un peu à nous isoler avec les tâches administratives, etc. Tout ce qui gravite actuellement, la reconfiguration de l'officine. Le cas de la Suisse, pour illustrer un peu ce qui se fait. Alors les Suisses, il faut reparler un peu de leurs problèmes. Comment leur est venue l'idée? Ils ont eu en 2002 une diminution des marges bénéficiaires. Les pouvoirs publics suisses ont décidé une diminution des marges bénéficiaires de l'ordre de 3 ou 4 points, je ne me souviens plus. Et puis, il y a eu une double réaction de la part des Suisses. Il y a eu une réaction syndicale qui a consisté à taper sur la table et à demander, vis-à-vis des pouvoirs publics, une valorisation des marges. Et puis, il y a eu une réaction en parallèle. Cette réaction parallèle a été une réflexion qui a été la suivante. Que faire pour récupérer les points de marge que nous avons perdus? Donc, c'est ainsi que les Suisses ont été un peu pionniers en Europe. Ils ont réfléchi à l'acte pharmaceutique. Donc, l'acte pharmaceutique, c'est-à-dire qu'ils ont, en négociation avec le représentant de la profession et les pouvoirs publics, en négociation, ils ont élaboré une convention tarifaire
en élaborant cette convention tarifaire, ils ont identifié les principaux champs d'intervention du pharmacien. Ils ont été clairement identifiés. Alors cette convention donc a été passée entre, d'une part, la Société suisse des pharmaciens, qui est le représentant des pharmaciens, hein, qui s'appelle Pharma Suisse, et d'autre part, par les assureurs de l'assurance maladie suisse, qui est Santé Suisse. Donc c'est une convention bipartite qui a été signée. Dans son article 2, l'objet de la convention précise: la présente convention réglemente la rémunération des prestations des pharmaciens par les assureurs dans le domaine de la MAL, qui est la loi sur l'assurance maladie suisse. Cette convention a été signée en 2009. Vous voyez, c'est la convention 3, c'est la troisième convention qui a été faite en 2006, donc je n'ai pas les dates quand a été faite la première convention. En préambule, il doit y avoir une vingtaine d'articles dans cette convention. Il y a un préambule, il y a un champ d'application et une procédure d'adhésion. Il y a les éléments de la convention. Ce sont des textes tout à fait classiques, hein, qu'on trouve dans toute convention signée. Durée, entrée en vigueur, résiliation, etc. Alors, dans cette convention, il y a aussi une série d'annexes. Il y a 8 annexes. La première, c'est la structure tarifaire. Elle reprend chaque élément, chaque titre de la prestation pharmaceutique fournie par le pharmacien. Et elle la valorise avec un titre tarifaire, avec un indice tarifaire. D'accord ? Pourquoi un indice tarifaire ? C'est un peu comme le remboursement des actes, des actes de biologie. Hein, ils sont répertoriés par des cas. Et puis le cas, il a une valeur. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas une valeur en dinars ou en francs suisses. On mettra un point qui aura une valeur en fonction du coût de la vie. C'est le point tarifaire, hein, c'est la valeur du PT, du point tarifaire. Donc, valeur du point tarifaire. Alors, dans la première structure tarifaire, elle reprend donc les diverses interventions du pharmacien. La seconde, là, on a la valeur. Modalité de facturation, parce qu'après, il y a des facturations que devra faire le pharmacien à l'assurance maladie. Il y a une surveillance des dépassements, des non-remboursements. Dans l'annexe 5, c'est une convention concernant la garantie de qualité. Ça fait plus appel à la responsabilité du pharmacien et aux résultats thérapeutiques espérés. Des taxes d'adhésion et contribution au forfait. Alors ça, ça représente à peu près un taux de 2%. Alors le pharmacien rembourse en fin d'année l'équivalent de 2% de ce que lui a versé l'assurance maladie. D'accord ? Convention concernant la commission paritaire arbitrale. Bien sûr, il existe une commission paritaire, hein, pour traiter les litiges, pour penser et réfléchir le développement de la convention. Donc voilà. Alors, voilà un exemple de structure tarifaire de cette convention suisse. Par exemple, la validation du médicament représente 4 points tarifaires. Et vous voyez, validation des traitements, 3 points. Il y a un service d'urgence aussi qui est rémunéré. Lorsque vous faites une garde, vous dispensez des médicaments au cours de votre garde, c'est rémunéré, 16 points tarifaires. Les prises, il y a les prises sous surveillance à la pharmacie. Parfois, il y a peut-être des personnes âgées, des malades chroniques qui ne sont pas en mesure de prendre leur traitement ou qui ont besoin d'une assistance pour ça. Le pharmacien le fait. C'est rémunéré 10 points tarifaires. Remise fractionnée pour les prises ambulatoires. C'est un peu ce qu'on appelle aussi j'ai oublié le terme, les fractionnements de doses dans les semainiers. Hein, pour les malades, en général, c'est les sujets âgés, malades chroniques, qui ont une difficulté à compartimenter les médicaments. Donc, vous voyez, il y a toute une série, tout ça, c'est vraiment l'entretien de polymédication dans la dernière ligne qui est tarif à 45 points tarifaires, hein, parce que ça demande du temps, forcément, et c'est un peu pour garantir aussi la bonne observance des traitements. Le cas de la Jordanie. Alors, la Jordanie, ils ont fait l'effort suivant d'analyser un peu la situation au niveau de leur pays, et ils se sont aperçus que la loi sanitaire était très loin des réalités du terrain et qu'il fallait impérativement la reformuler. C'est pour ça que la Jordanie, en collaboration avec l'OMS, ils ont réfléchi sur une nouvelle loi sanitaire. Alors, ça a permis... ce qui a amené à cette refonte de la loi sanitaire, améliorer les structures de gestion, promouvoir l'efficacité
par l'introduction de stratégies visant à réduire le coût des prestations de soins de santé. Améliorer, parce qu'il y a toujours cette notion de coût. Hein. Dans l'état actuel des choses, le souci de l'OMS, un peu, pour ses États membres, c'est maintenir toujours l'accès aux soins, parce qu'à partir du moment où une population n'a plus accès aux soins de qualité, ça peut être source de problèmes sociaux. Et donc il y a cette réflexion continue de maintenir l'accès aux soins, améliorer la pratique clinique et les soins pharmaceutiques par l'assurance de la qualité. Ça, c'est une nouvelle notion que nous devons de plus en plus introduire dans l'officine, et élargir l'accès financier et géographique aux services de santé. Alors, dans le cas de la Jordanie, ils ont mis en place donc le pharmaceutical care, les soins pharmaceutiques. Il y a eu, ça peut se traduire aussi sur le terrain par l'élaboration d'un dossier thérapeutique qui est ouvert pour chaque patient. Ça demande du temps. Parce que ça demande du temps, ça demande de la vigilance, ça justifie une rémunération parce que les résultats sont positifs, ont un impact positif sur l'amélioration de la santé de la population. Donc, la Jordanie a élaboré une nouvelle politique pharmaceutique nationale. Hein. En gros, hein, ça a permis de réviser et d'actualiser la législation et la réglementation pharmaceutique. Un élément fondamental. Nous n'avons malheureusement pas, à ma connaissance, de politique pharmaceutique où j'ai eu accès à un projet de politique pharmaceutique qui remonte à quand même une vingtaine d'années. Il serait peut-être temps aussi qu'on se penche sur la question à partir d'un certain nombre d'éléments pour justifier la révision de cette politique pharmaceutique. Alors, accorder à la direction pharmaceutique un statut semi-autonome, ça c'est le cas de la Jordanie, d'accord. Réorganiser le laboratoire de contrôle de la qualité, appuyer l'industrie pharmaceutique nationale, c'est ce qu'on fait aussi. Il y a une politique, disons, spécifique pour la production nationale, c'est ce qu'on fait dans notre pays. Mettre en place un conseil de coordination des achats groupés pour le secteur public et quantifier les besoins. Ça se fait d'une autre manière dans notre pays avec les groupements de pharmaciens. Il serait bien que ces groupements aient un statut favorable, montrant l'incidence positive sur la qualité des services et le coût des médicaments. Créer une société commerciale autonome pour l'approvisionnement en médicaments, ça s'est fait également au Maroc. Entreprendre une analyse coût-bénéfice de l'usage des génériques et de la substitution par des génériques. On passe notre temps, on le fait tous les jours dans nos pratiques, on fait de la substitution. Maintenant, on aimerait bien connaître l'impact réel sur l'amélioration de la santé de la population. Étudier les répercussions des changements sur la politique des prix des médicaments, surveiller la mise en œuvre de la politique des médicaments, et enfin, étudier l'effet du vieillissement de la population sur l'usage des médicaments. Vous voyez, c'est très bien fait, c'est très bien structuré. À partir du moment où le chemin est vraiment balisé, il est clairement balisé, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas chez nous. Les étapes sont vraiment clairement définies, le travail est mâché, il restera à nous à voir dans quelle mesure on peut accompagner un tel projet. Je rajouterai un autre exemple, celui du Canada. Dans la loi de 2005, dans son article 17, ils ont redéfini un peu l'exercice de la pharmacie qui consiste à évaluer et à assurer l'usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé. Pourquoi un texte comme ça? Ça permet d'asseoir un peu le monopole du pharmacien. Et comme le dit dans la réglementation européenne, et je le répète régulièrement, c'est qu'en matière de santé, les compétences justifient le monopole. Le professionnel de la santé qui ne présente pas de compétences particulières n'a plus lieu de justifier le monopole d'une distribution de médicaments, d'une dispensation de médicaments. L'ensemble des actes et services que le pharmacien doit procurer à un patient afin d'améliorer sa qualité de vie par l'atteinte d'objectifs pharmacothérapeutiques de nature préventive, curative ou palliative. Donc, il y a cette notion, en plus on a parlé tout à l'heure de notion de responsabilité, il y a cette notion aussi d'objectifs à atteindre. Ces objectifs pourront être atteints à partir du moment où il y a une traçabilité de tous les actes, entre guillemets, pharmaceutiques que l'on réalise en officine, qui peuvent faire l'objet de facturation. Toujours dans le cas canadien,
Donc ce texte de loi permet d'avoir des activités qui sont réservées à l'officine. C'est-à-dire qu'en dehors de l'officine, on ne peut pas réaliser ces actes. Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées aux pharmaciens sont les suivantes. Émettre une opinion pharmaceutique. Donc une opinion, on le fait tous les jours. Malheureusement, on ne le consigne pas par écrit. Il n'y a pas de traçabilité. Une opinion pharmaceutique par rapport à... Je vais vous montrer un exemple dans les annexes tout à l'heure sur ce qu'est un modèle de fiche d'opinion pharmaceutique, comment est-ce qu'on peut la rédiger et comment est-ce qu'on peut la justifier. Préparer des médicaments, bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours. Vendre des médicaments conformément au règlement pris en application. Surveiller, ça c'est nouveau, surveiller la thérapie médicamenteuse. On le fait peut-être quand on a nos malades du quartier. Hein, bonjour, comment ça va quand on rencontre un malade à l'extérieur, est-ce qu'on a reçu la veille, alors le traitement, qu'est-ce que ça donnait? Bon, quelque part c'est un suivi, mais informel si vous voulez. D'accord? Nous, on voudrait formaliser tout ça. Donc, initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse. Et c'est là aussi que l'on peut aussi intervenir. Peut-être parfois des ordonnances ne sont peut-être pas forcément en adéquation avec la demande du malade ou avec le problème rencontré par le malade. Donc il y a un rôle possible. On peut le faire aussi en appelant le médecin pour justifier, ajuster, avoir plus d'éclaircissement sur une thérapie particulière qui pose problème. Là maintenant, il peut y avoir une opinion pharmaceutique. Alors, sixièmement, prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale d'urgence. Là, c'est un exemple. Il y a certains cas de figure où le pharmacien peut prescrire. Toujours dans le cas canadien, alors, la mise en place, dans le rôle du pharmacien, il y a la mise en place du plan de soins pharmaceutiques. Pour mettre en place le plan de soins pharmaceutiques, il faut évaluer le besoin réel du malade. Et dans ce plan pharmaceutique, il faut qu'il y ait un suivi pour en évaluer les résultats. Pour ça, il y a des standards en matière de prestation des services reliés à la contraception d'urgence, par exemple, ou à l'autocontrôle du diabète. Donc, des standards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a c'est clairement défini en matière de contraception d'urgence. Voilà le protocole à suivre. En matière d'autocontrôle du diabète, voilà la procédure à suivre. Il y a des guides pratiques de la communication du pharmacien patient, parce qu'on n'a pas été formé. On essaie, avec ce qu'on appelle chez nous l'ijtihad, on essaie d'entrer en empathie avec les malades pour bien identifier son problème, pour s'assurer qu'il va y avoir une bonne observance, etc. Mais on le fait personnellement. Mais là, même ça, c'est vraiment aidé. L'État canadien aide ces pharmaciens. Il a mis en place, c'est le Conseil de l'ordre qui a mis en place cet outil de communication, cet outil ou ce guide de communication pharmacien-malade. Et il y a des lignes directrices à respecter qui sont issues de consensus de sociétés savantes, en l'occurrence l'anticoagulothérapie. Alors, l'officine de demain dans notre pays. Dans notre pays, là on entre un peu dans le vif du sujet sur ce que nous on peut faire à notre niveau. Pour ça, il y a un rapport sur l'officine qui a été fait en 2008. C'était le premier rapport qui a été fait par le SNAPO, le syndicat algérien des pharmaciens d'officine, qui relevait un certain nombre de défaillances. C'était le premier rapport, je le signale, qui avait été élaboré sur la situation de l'officine dans notre pays. Il date de 2008. J'ai eu la chance de travailler sur ce dossier. Il a mis en évidence dans son introduction les soins fournis en officine étant de plus en plus complexes et faisant appel aux compétences croissantes, nécessitent davantage de vigilance et de moyens. Aussi, l'analyse des dysfonctionnements, des erreurs et des problèmes rencontrés en associant au débat l'acteur soignant qu'est le pharmacien contribuera au développement sanitaire et socio-économique de notre pays. Ça, c'était l'introduction du rapport, il y a une quarantaine de pages. Je vous en fais la lecture de certains paragraphes parce que vous verrez que ça reste toujours d'actualité. Les dérives et les failles rencontrées dans la profession ont souvent pour origine une défaillance de gestion de l'officine, un déficit financier ou des pratiques héritées du passé. La profession a évolué. Elles sont regrettables et condamnables. Il faut être intransigeant sur la question. Elles doivent susciter la réflexion pour définir et mettre en œuvre des mesures afin d'éviter leur répétition. En excluant toute recherche de solution aux dérives et erreurs constatées, le silence ne protège de rien. Il expose les professionnels et surtout les malades à des risques pourtant évitables. Donc ça, c'était en introduction. On verra ensuite
quels étaient les objectifs que s'assignait le rapport. Le présent rapport, premier du genre dans notre pays, se fixe pour objectif de dresser un état des lieux de la pharmacie dans le pays. On est obligé de passer par là, de servir de base de réflexion au pouvoir public et aux professionnels de la santé pour le développement de la profession et du secteur, de manière générale. Et enfin, de susciter la tenue d'assises sur la politique pharmaceutique nationale. Sans politique pharmaceutique nationale, il sera pratiquement impossible de mettre en place quoi que ce soit. Donc ça devient une urgence. Il est peut-être temps, effectivement, à la vue de ce constat, de se pencher sur la question. La conclusion du rapport a été la suivante. Si l'on garde à l'esprit les principes suivants, que le pharmacien est un professionnel au service de la santé publique, on le crie tous les jours, on le dit tous les jours, que son indépendance professionnelle, technique, est garante de la sécurité sanitaire de la population, qu'il a un rôle de régulateur économique, c'est un coût. On s'aperçoit à la lecture des événements que la profession est en difficulté et risque de disparaître. Qu'on le veuille ou non, on l'avait dit au départ, on est à un carrefour où on continue avec la logique que nous avons actuellement avec les facteurs de risque que j'ai cités tout à l'heure, qui sont très nombreux, et ça mène avec un risque de disparition. Le statut de produit stratégique du médicament a disparu au profit de celui de marchandise. Les textes relatifs au secteur de la pharmacie sont rédigés avec des concertations rares, superficielles et protocolaires des professionnels, malheureusement. Le premier concerné en matière de dispensation de médicaments, c'est le pharmacien. Ce n'est pas un administrateur, c'est le pharmacien. C'est lui qui était le dernier maillon de la chaîne. La formation pharmaceutique, malheureusement, s'est appauvrie.